Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. L'objectif ici, c'est vraiment, avec ce premier épisode, de t'ouvrir un petit peu les portes de qui je suis. Pour que tu comprennes un petit peu, finalement, qui est Caroline dans son intimité. Toutes les phases que j'ai pu vivre en étant plus jeune et plus adulte qui m'ont amenée aujourd'hui à vouloir porter ma voix, à vouloir créer ce podcast pour partager autour de l'estime de soi, autour de la confiance en soi, autour du vêtement, mais pas que. Donc ce premier épisode, il est sincère, il est vulnérable. J'ai voulu partager avec toi vraiment qui est la vraie Caroline, en toute intimité. Mais aussi pour que tu ressentes un petit peu la vibes de qui je suis et que tu puisses te dire dès ce premier épisode, ok, je sens qu'on va passer un bon moment. Donc c'est parti, on repart en 1988, mon année de naissance. De ce que je me souviens, en étant petite, je ne me suis jamais posé de questions par rapport à mon corps. Par rapport à mon physique, j'ai jamais reçu aucune critique de la part de mes parents sur mon corps, sur ma façon de m'habiller, sur mes relations. Pareil, j'ai jamais entendu mes parents critiquer, etc. Donc pour moi, c'était vraiment, on est dans un endroit safe, plein d'amour. De ce que je me souviens quand je suis rentrée à l'école, j'ai toujours été une très très bonne élève. Il fallait que je sois une très bonne élève. J'avais associé le fait de, si je suis bonne élève, mes parents sont contents, les professeurs sont contents, et ça me donne un espèce de statut dans la classe de Caro, c'est la bonne élève, Caro, elle sait. Donc j'avais trouvé finalement ce mécanisme qui me permettait d'être aimée par tout le monde, d'avoir aussi un espèce de statut social dans la classe. Si je bosse bien, je vaux quelque chose. Donc ça a travaillé très tôt, cette confiance en moi, cette estime de moi par le travail. J'avais vraiment associé ça, tu travailles, tu bosses bien, tu seras récompensé, des gens t'aimeront. Il y a une autre facette de moi dont je me rappelle, c'est que j'ai toujours été Caro la chef. Alors ça, pendant longtemps, je pense que jusqu'au milieu du collège, j'ai toujours voulu être la chef, être la leader de mon groupe de copines, diriger mes copines, dire ce qu'on fait, avoir besoin que les gens m'aiment. Vraiment, il y a toujours eu ce besoin de ok, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis ce qu'on fait. Je me rappelle au primaire quand c'était la mode des Spice Girls, et c'était moi, j'étais Jerry Halliwell et c'est moi qui gérais le groupe, qui disait quelle chanson on allait faire, dans quel endroit de la récréation, à quelle heure, etc. Bref, c'est quelque chose qui m'a suivi quand même pendant longtemps. Et puis au milieu du collège, j'ai vu qu'en fait, c'était peut-être pas un atout et qu'en fait, mes camarades avaient eux aussi envie d'être dans la lumière. Donc, je me suis un petit peu calmée par rapport à ça. Et donc, très tôt, j'ai cet esprit de compétition aussi qui se met en place parce que on se talonnait un petit peu avec mes copines de qui va avoir les meilleures notes, qui va être la meilleure. Alors, on repart de ça dans les années 90 où il y avait quand même une méritocratie en classe. C'était qui était le meilleur, qui était le moins bon, etc. Et moi, j'étais à l'aise là-dedans. Ça me plaisait parce que j'étais dans le top, concrètement. Ensuite, ce que je voulais te partager aussi, c'est que j'ai été moquée très tôt sur mon physique. Des souvenirs que je m'en rappelle, et j'en parlerai dans les prochains épisodes de mon podcast avec justement une série sur les 7
moments de ma vie qui ont changé mon rapport aux vêtements et à ma confiance en moi. Et le premier souvenir dont je me rappelle, c'était en CE2. Bref, je t'en parlerai, mais où j'ai été moquée sur mon physique. Le fait que j'étais trop mince, que j'avais des abdos et que c'était pas normal. Moi qui n'avais jamais subi de moquerie de mon entourage, là, je subissais la moquerie de mes camarades sur des choses sur lesquelles, en fait, je n'avais aucune action. Parce que j'étais moquée parce que j'étais trop mince, j'étais moquée parce que j'avais des grandes dents, j'étais moquée parce que je portais des lunettes. Bref, des choses sur mon physique et de mon regard de petite fille, un espèce de sentiment d'injustice de se dire mais merde, en fait, on se moque de moi sur des choses sur lesquelles je ne peux pas agir parce qu'en fait, je suis comme ça, quoi. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les personnes m'attaquent sur ça? Pourquoi il y a de la méchanceté gratuite comme ça sur le physique? Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment pendant toute ma scolarité. Je pense au moins jusqu'au collège, voire au début du lycée. Et après, quand c'était plus sur le physique, c'était vraiment ah l'intello, ah la machin, ah bia, qu'est-ce qu'elle veut encore? Pourquoi elle pose encore une question? Elle est relou, gna gna gna. Je pense que ça a pris le relais en fait. Concrètement, je pense qu'il y a une phase où l'adolescent se moque du physique et ensuite il se dit merde. Bon, le physique, elle s'en fout, je vais l'attaquer sur autre chose. Tiens, je vais l'attaquer sur son niveau scolaire. Et en fait, ce qu'il faut que je te dise aussi, c'est qu'on a pas mal déménagé avec mes parents. J'ai déménagé au CE2, en 4e, en terminale. Et pour moi, à chaque fois, ça a été une épreuve, c'est le déménagement, parce que j'étais la nouvelle. Donc j'étais la nouvelle qui était bonne élève. Et concrètement, j'ai vite compris que si t'es bonne élève, il faut pas trop l'ouvrir en fait. Il faut un peu te rapetissir, pas trop briller quoi. Parce que sinon, tu te prends les moqueries de tes camarades. Dès que tu lèves le doigt ou que tu poses une question, on te siffle dans la classe. Bref, je pense, au fur et à mesure du temps, créer une espèce de carapace qui finalement, en grattant un peu, se lâche et qui me donne un aspect assez froid au premier abord, qui en fait n'est pas de la froideur naturelle, qui est juste une protection que je me suis mise depuis que j'étais petite. Dès que tu arrives dans un milieu où tu connais personne, dans un milieu hostile, protège-toi, le temps de faire tes marques et après tu pourras t'ouvrir. Ah oui, et je pense qu'aussi il y a un point clé à rajouter, ce qui a peut-être fait aujourd'hui avec le recul ma résilience, c'est qu'en fait je suis quelqu'un d'assez franche et que je me laisse pas faire. Et donc je pense ce côté à répliquer aux moqueries, à répliquer aux attaques n'a peut-être pas tout le temps été ultra positif. Alors oui, parce que moi ça me permettait de m'exprimer, mais ce qui faisait qu'aussi quand tu te permets de répondre, les autres peuvent aussi en profiter et t'en rajouter. Et malgré finalement ce côté assez franche et qui ouvre facilement sa bouche pour dire ce qu'elle pense, je suis quelqu'un de très très sensible, qui rougit très facilement, qui a les larmes aux yeux très rapidement et qui est vite atteinte par les attaques. Donc en fait, je devais dealer entre ce côté l'attaque, les larmes qui montent, mais t'essayes de répliquer, mais le fait que tu rougisses et que t'aies des larmes, t'es pas prise au sérieux. Bref, tu vois un peu ce micmac là ultra sympa pour passer l'adolescence. Malgré tout ça, cette adolescence, enfance avec l'école qui a été, même si j'ai été une bonne élève, les relations avec mes camarades ont été toujours un peu en dents de scie, j'ai toujours eu quelque chose à côté, c'est le sport. Depuis toute petite, on a toujours fait du sport. Que je m'en rappelle, dès qu'on a réussi à faire du vélo avec mes parents et mon frère, on partait faire du vélo. On faisait du VTT, on faisait du volley, on jouait aux raquettes. Bref, on avait toujours des sports d'extérieur et un sentiment aussi qui était développé de la compétition. On se tirait la bourre avec mon frère sur vraiment qui va le plus vite, qui est le meilleur, qui arrive à sauter le plus haut, qui arrive à faire ci, etc. Le sport a eu une place très importante dans ma vie. J'ai été et je suis encore quelqu'un de très passionné, c'est-à-dire que quand je me mets dans un sport, j'aime m'y mettre à fond. J'ai fait de l'équitation pendant 15 ans. J'ai fait du volley. À 30 ans, je me suis mise au surf. Récemment, je me suis mise à la danse. Bref, j'aime quand je me mets dans un sport, m'y mettre vraiment à fond et avec aussi un sentiment de compétition. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un sport. Il y avait ce côté plaisir, mais il y avait ce côté compète. C'est-à-dire que l'équitation, très tôt, j'ai fait des compétitions. Le volley, très tôt, j'ai démarré, il fallait que je sois dans la meilleure équipe et il fallait que je sois dans les compétitions et dans les championnats. Et c'est quelque chose finalement qui, en le regardant d'un œil extérieur, heureusement que j'ai eu ça parce que quand à l'école c'était un peu tangent, j'avais cette partie sport qui me permettait de me doper. Parce qu'au niveau du sport, j'ai jamais eu de problème relationnel en tout cas,
parce qu'en fait, on était juste là pour le truc qu'on aimait tous ensemble et on partageait la même passion. Donc, il n'y avait pas ce côté moquerie, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans la compète. Donc, j'ai arrêté l'équitation, j'ai arrêté le volley. Je suis sur d'autres sports qui me reconnectent plus à mes émotions, à mon corps finalement, le yoga, le pilates, la danse. Et je fais des sports où je suis que débutant. Et j'ai analysé ça il y a pas longtemps en me disant, pour une fille qui avait quand même un sentiment de compète de malade, aujourd'hui je me lance dans des sports que pour le côté débutante. Et en fait, je pense que ça me fait du bien et je me lâche la grappe aussi parce qu'en fait, j'y vais pas avec cette performance. J'y vais juste pour me faire plaisir, pour kiffer le truc, pour passer un bon moment avec les gens qui sont là. Tiens, tu sais, quand je te parlais de ma scolarité, il y a quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que je me suis toujours trouvée pas assez intelligente. Vraiment. Et encore aujourd'hui, j'essaye de travailler là-dessus parce que c'est vraiment une croyance profonde qui est ancrée là-dedans. Mais en fait, si tu veux, on va dire de la maternelle, primaire, collège, lycée, j'étais dans les clous. Parce qu'en fait, l'école, c'était simple pour moi. Il y avait une leçon, un problème, tu comprenais comment fallait résoudre le problème, tu ressortais le truc et basta. Et en fait, j'appliquais bêtement la leçon, tac, tac, tac. Et ensuite, en arrivant en études supérieures, donc j'ai fait un IUT Tech Deco. Donc là, pendant 2 ans, pareil, je découvre des matières qui me passionnent, le marketing, la com, etc. Donc c'était vraiment 2 années assez dingues, où justement, je suis passée un peu de l'école, c'était horrible, à l'école, c'est trop bien, parce que c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis. C'est là où j'ai enfin pu m'émanciper parce que je suis partie de chez mes parents pour être toute seule dans ma petite cité U à Nice. Bref, c'était quand même assez ouf cette période. Mais à ce moment-là, voilà, t'es encore la bonne élève, t'apprends, etc. Et c'est bon. Sauf que mon ambition, c'était de faire une école de commerce parce que c'était prestigieux et parce qu'il fallait faire une école de commerce, parce qu'il fallait avoir un bac+5. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte de mes limites, pas en termes finalement, je l'associe à l'intelligence, mais plus en termes de logique. Parce qu'en fait, quand tu passes les concours pour les écoles de commerce, c'est des concours type le Taj Mahal, le TOEIC, les choses comme ça. C'est des concours où on te choisit sur ta rapidité à résoudre des problèmes. Sauf qu'en fait, moi, en rapidité, je suis nulle. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, en calcul mental, tu me dis 15 plus 26, je vais être en bug pendant 10 minutes à me mettre les chiffres dans ma tête, l'un sur l'autre, tac, 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 à calculer. J'ai pas un sens analytique rapide. Et là, le problème, c'est que dans ces écoles de commerce, pour ces concours d'école de commerce, il fallait être ultra rapide. Et donc, j'avais beau m'entraîner, j'avais beau réviser, je voyais qu'en fait, j'avais un truc où je n'y arrivais pas. En fait, le Taj Mahal, concrètement, c'était plein de problèmes mathématiques. Et en fait, il fallait, si tu voulais tout faire et pas bloquer, passer 1 minute par problème. Mais le temps que je lise la question, que mon cerveau il se connecte, que je comprenne le truc, la minute elle est passée, fallait que je passe au truc d'après. C'était horrible pour moi. Concrètement, c'était horrible pour moi. Et en fait, les écoles de commerce que je voulais avoir, qui c'était les top écoles de commerce, je les ai pas eues à cause de ça. Donc ça m'a vachement frustrée et ça m'a commencé à mettre aussi un petit coup dans le côté, t'es pas assez intelligente. T'es pas assez intelligente pour ce type d'études. Tu t'es bien, t'as réussi à tenir le cap jusqu'au lycée, jusqu'à l'IUT, mais là maintenant, tu joues plus dans la cour des grands, quoi. Je suis quand même rentrée dans une école de commerce à Paris que je voulais, mais j'ai toujours eu un peu cette rancœur de me dire, pas tellement injuste. Moi, la bonne élève qui est toujours bien travaillée, qui a toujours eu des bonnes notes, là, c'est la première fois où je me confrontais à un truc de, ouais, mais il fallait aller plus vite. Et ouais, il fallait être plus intelligente. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment et qui m'a suivi pendant longtemps de les personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, les tops écoles de commerce, les HEC, les ESSEC, les Nantes, Kedge à Marseille, etc. Pour moi, ils étaient plus intelligents que moi. Voilà. Et moi, j'étais reléguée en fait aux écoles de commerce de seconde zone. Pour moi, encore une fois, et ça m'a mis quand même un coup moral par rapport à ça. Après, ce qui est assez ouf, c'est que aujourd'hui, en tant qu'adulte et en repensant à ça, je me dis, c'est juste qu'en fait, on n'avait pas j'ai pas la même forme d'intelligence. Et point. Et comme il y a des personnes qui vont être très bonnes pour le manuel, il y a des personnes qui sont très bonnes pour l'intellectuel. Point. Sauf que j'avais encore une fois ce truc d'injustice de merde. Je peux pas accéder à ces écoles, donc à tel type d'entreprise derrière, parce que j'ai juste pas cette façon de réfléchir comme les autres, quoi. Donc pour moi, ça me saoulait
que les concours soient basés uniquement sur ça. Après, ça m'a pas empêché de continuer mon cursus scolaire, où finalement, à partir du master, je suis passée en alternance. Et là, je me suis dit concrètement, pourquoi on nous a pas vendu ça, mais vachement plus tôt. C'est quand même la vie. Parce qu'en fait, les 3 premières années d'études supérieures, t'apprends plein de choses, c'est cool, mais après, t'as besoin de concret. Et les stages, c'est pas suffisant. Là, l'alternance, c'était dingue. Je suis rentrée en alternance aux Galeries Lafayette de Marseille, de celle de San Ferréol. Et là, j'ai découvert un monde où c'était concret, où j'ai des choses concrètes. En plus, il y avait un lien avec la mode parce que j'avais toujours eu une affinité avec la mode. Donc, j'ai fait 2 ans qui étaient vraiment génial pour moi. Et là, j'ai découvert une autre capacité que je n'avais pas. C'était d'être très bonne dans l'opérationnel, très bonne dans le faire des choses. C'est-à-dire que, donc, je m'occupais de toute la partie événementielle et communication du magasin. Et les événements commerciaux nous venaient du siège en mode, voilà, on va organiser des soirées dans tous les magasins, vous devez faire venir des partenaires, faut que les clients s'amusent. Donc moi, j'avais pas de soucis, bim, j'imaginais, ok, on va faire un stand de coiffure là, make-up, là on va faire ci, là on va faire ça, on va organiser un défilé dans le magasin. Bref, tout ce que j'imaginais était possible, je sentais pas que j'avais de limites. Je savais que j'étais très bonne dans l'exécution. Donc on a organisé des tournages d'émissions télé dans le magasin. J'ai organisé le plus grand défilé du monde. Les Galeries Lafayette ont été enregistrées au Guinness Book des records. En fait, on organisait des défilés dans la rue devant chacun des magasins avec des clients qui défilaient dans chaque Galerie Lafayette de France en même temps. Donc, c'était le plus grand défilé du monde. Et ça, je me rappelle que ça avait été un truc de dingue. J'allais tout organiser de A à Z. Le défilé dans la rue, le jury, l'énorme backstage avec coiffure, make-up pour les clients. Enfin bref, tout fonctionnait bien. J'étais vraiment très bonne dans la partie exécution. En fait, rien ne me faisait peur. Je me disais, t'es capable de tout. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Si t'apprends, tu peux tout faire. Mais le revers de médaille que j'ai eu par rapport à ça, c'est que sur ma dernière année d'alternance, j'ai eu des crises d'angoisse pendant 1 année. Pourquoi? Parce qu'en fait, je gérais l'école. Je gérais mon alternance qui, finalement, était un taf à plein temps. C'est-à-dire que mon directeur pouvait m'appeler pendant que j'étais en cours, je devais sortir, etc. Bref, j'avais ce stress du CDI derrière, d'emménager avec mon combat. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont mis sous pression et que j'arrivais pas à gérer le stress. Et j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse assez fortes qui ont duré pendant 1 an, qui se sont arrêtées concrètement le jour où j'ai eu mon CDI et j'ai emménagé avec mon copain. Où tout le stress s'arrêtait en fait, mais c'était au point où je me réveillais la nuit en ayant des crises d'angoisse, je pouvais pas prendre le bus, je pouvais pas prendre le métro, je pouvais pas prendre ma voiture. Dès que j'étais enfermée, ça me stressait. Dès que j'étais toute seule, dès qu'il y avait trop de monde, ça pouvait me créer des crises d'angoisse. Et encore aujourd'hui, j'ai plus de crise d'angoisse, mais j'ai une appréhension. Quand par exemple je suis sur l'autoroute et qu'il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, ou quand je suis dans des tunnels et que je suis dans ma voiture. Voilà, tous ces trucs-là qui finalement sont encore imprégnés. Et je pense aussi pour la petite fille que j'étais, qui a toujours été dans le contrôle, dans si tu travailles bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, de sentir en fait que mon corps me lâchait, c'était ultra chaud pour moi. Ultra chaud cette période. Enfin, concrètement, j'en ai de très mauvais souvenirs parce que c'était horrible. Moi qui ai toujours eu une joie de vivre, je me rappelle que je me réveillais le matin en me disant mais en fait, si je broie du noir tout le temps comme ça, enfin, je vais pas continuer comme ça, c'est pas possible, c'est horrible. Enfin, faut que ça s'arrête. J'allais été voir un psy génial qui m'a dit vous n'avez pas besoin de médicaments, mademoiselle, vous avez juste besoin d'apprendre à vous relaxer. Donc, il m'avait appris toutes les techniques de relaxation qui m'avaient pas mal aidé, et j'ai aussi rencontré une énergéticienne de dingue qui m'a énormément soulagée et qui me suit encore aujourd'hui, donc plus de 15 ans après, je pense. Mais voilà, il y a eu tout ça. Donc le revers de médaille, c'est qu'en fait, grosse crise d'angoisse. Et quand tu as eu des crises d'angoisse dans ta vie, c'est quand même chaud plus tard. Dès que tu ressens une émotion un peu trop forte, tout de suite, t'imagines que ça va être une crise d'angoisse qui va monter. Je pense que ça doit faire 3-4 ans où maintenant j'arrive vraiment à m'en détacher et à juste me dire, ok, là, t'es juste stressé. Là, t'as juste un coup de chaud. Ce n'est pas une crise d'angoisse qui est en train d'arriver. Et donc, suite à cette période-là, donc j'ai eu mon CDI aux Galeries Lafayette, où j'ai travaillé pendant 1 an. Ça a changé de directeur. Et là, ça a été 1 an qui ont été très compliqués pour moi. Parce qu'en fait, il y a eu 2 choses. D'un côté, j'en avais marre de faire de l'opérationnel et j'avais envie de passer à un step plus stratégique, mais je n'avais pas envie d'aller à Paris, au siège des Galeries Lafayette. Et en région,
En fait, tous les responsables marketing, je les connaissais, des concessions, des marques de vêtements, etc. Et en fait, tant que le responsable marketing ne partait pas, moi, je pouvais pas prendre sa place, quoi. Donc, concrètement, j'étais bloquée à ce truc de qu'est-ce que je vais faire. Et d'un autre côté, j'avais ce nouveau directeur qui venait d'arriver, qui m'avait concrètement dans le giron, c'est-à-dire qu'une fille de 25 ans, cadre, responsable marketing, pour lui, ça n'allait pas du tout. Voilà, le marketing, ça ne servait à rien. En plus, une fille cadre à 25 ans, ça le gavait. Donc, tout de suite, il a instauré un sentiment un peu hostile entre nous, qui a duré pendant 1 an et qui s'est soldé par du harcèlement moral et un prud'homme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en août 2013, je rentre de vacances et quand je rentre de vacances, je reçois plein de mails où en fait, concrètement, je me fais défoncer. Sur des trucs qui, les gars, je suis en vacances, donc non, désolé, je ne lis pas les mails. Donc ça et ça n'a pas été fait, c'est pas mon problème. Je l'avais anticipé, j'avais donné à telle personne. Je sentais de toute façon, ça sentait le roussi, donc il fallait que je sois bien dans les clous. Donc j'avais quand même backupé tout le truc en mode, voilà, quand je serai pas là, toi tu pourras faire ci, toi tu pourras faire ça, etc. Et là je reviens, et là je me prends une salve de la part du directeur et de mes collègues cadres. Et là, pour moi, encore une fois, gros sentiment d'injustice de dire, OK, donc en fait, les gens peuvent complètement retourner leur veste en 3 semaines de vacances, quoi. Donc des personnes avec qui tu déj, avec qui tu t'entends bien, du jour au lendemain, ils peuvent se mettre contre toi. Et j'ai compris rapidement ça. Je pense que ça a duré max 2 semaines avant que je me mette en arrêt maladie, mais j'étais exclue des comités de direction, on m'appelait plus, on m'avait changé de bureau pour me mettre dans un KGB. Enfin bref, tout le truc du harcèlement moral, vraiment ce qu'on voit dans les films, quoi, qui finalement est la réalité. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai appelé les anciens directeurs, avec qui je m'entendais bien aux galeries, qui étaient les directeurs d'avant du magasin, pour leur dire, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je fais ? Et là, ils ont été très honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, écoute, là, concrètement, il est en train de préparer un dossier sur toi pour te faire dégager. Donc, réponds de façon très succincte sur tout. Et soit t'acceptes, soit tu te barres, soit tu trouves un autre truc. Bref, mais dans tous les cas, il va pas te lâcher. Je pense que il avait tablé sur le mauvais cheval parce que moi, je me laisse pas faire. Là, concrètement, c'était tellement injuste, en fait, de s'en prendre à moi parce que toi, tu m'aimes pas et t'as envie que je dégage et de le faire de cette façon-là, alors que pendant 2 ans, il n'y avait eu aucun problème par rapport au travail. Au contraire, j'étais très bien vue du siège. Je me suis dit, OK, ça va pas se passer comme ça. Donc, let's go. Avocat, prud'homme, on y va, je me laisse pas avoir. Oui, parce qu'en fait, j'avais vu ce directeur-là pour en discuter avec lui et lui dire, écoutez, c'est très clair, j'ai bien compris, vous voulez que je me barre, pas de problème, on n'aime pas bosser ensemble, on est d'accord là-dessus. Par contre, on fait une rupture conventionnelle, combien vous me donnez ? Et à l'époque, il me disait, ça fait pas longtemps que vous êtes là, ce sera que 1 mois, bref, je sais plus combien. Et là, j'ai dit, non, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Là, vous voulez vraiment que je m'en aille. Il est pas OK là-dessus. Je lui dis, OK, il y a pas de problème. De toute façon, moi, c'est hors de question. Donc, on va partir au prud'homme. Entre-temps, un petit ange gardien me fait passer un email sur lequel il y a noté noir sur blanc mon directeur qui parle au directeur supérieur, qui lui écrit concrètement combien de temps j'ai pour dégager Caroline. Et donc là, ce mail-là, je le prends, je me barre chez le médecin et je me mets en arrêt de travail. Donc pendant 1 an, je travaille pas. Les prud'hommes passent. Nous sommes en tort partagé, voilà, similaire à la justice. Mais finalement, le côté positif derrière, c'est que cette expérience m'aura permis, pendant 1 an, de travailler sur mon projet, de lancer ma marque de prêt-à-porter, à Todd. Et surtout, ça m'aura permis d'avoir plus d'argent avec mon départ et de pouvoir lancer ma marque. Donc, avec le recul, je me dis, cette expérience a été dure, mais elle a été positive et elle m'a donné un petit peu le coup de pied que j'attendais pour partir, en fait, de cette entreprise. Et donc là, je décide de lancer ma marque de prêt-à-porter. Parce que concrètement, à 25 ans, on n'avait pas d'enfant, je n'avais pas de crédit, mon mec était OK pour me soutenir, donc je me suis dit, let's go, en fait. De toute façon, tu trouveras pas d'autres tafs de responsable marketing, tu n'as pas envie d'aller à Paris, donc lance-toi. Ça te plaît, t'as envie de te lancer dans la mode, de créer une marque. C'était le moment où le Made in France commençait à sortir et les consommateurs étaient en train de changer leur façon de voir les choses, donc je me suis dit, c'est parti. Et en fait, ça ne me fait pas peur parce que je sais que je suis capable de créer n'importe quoi. Donc, je pars dans un domaine que je ne connais pas du tout. Alors oui, je connais la mode, les fringues, etc. Mais
fabriquer un vêtement, construire un vêtement, où est-ce que se font les tendances, où tu trouves les tissus, comment tu couds un vêtement, c'est quoi un patron, tout ça, je le découvre, mais ça m'apprend tellement de choses, je rencontre tellement de personnes, ça me permet pour la première fois de ma vie de porter un projet qui est le mien et de le mettre en avant. Et donc Atod, je la lance en 2015 et elle va durer jusque cette année. En fait, j'ai décidé en avril 2025 de stopper la marque, de ne plus produire de vêtements de collection parce que j'avais plus finalement le feu pour cette marque. Plus l'envie, j'étais fatiguée, mais ça a été 10 années autant incroyables que compliquées parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, on a beau dire ce qu'on veut, personne nous apprend ça en école de commerce, hein. On a beau avoir fait une école de commerce, on connaît des bases en compta, en marketing, en com, mais gérer une boîte, lancer une boîte, te sortir un salaire, ça, non. Et en fait, pendant de nombreuses années, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans un espèce de train-train c'est comme un projet étudiant. En fait, j'avais pas réalisé concrètement que cette marque de vêtements, ça me fait toujours rire quand je le dis à haute voix, cette marque de vêtements, en fait, c'était mon travail qui devait me rapporter un salaire. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai eu le chômage, donc ça allait. Ensuite, j'avais des prêts. Donc, je vivais sur mes prêts en gérant très mal ma trésor. Et au bout d'un moment, j'ai plus rien eu. Et là, je me suis dit, comment tu vas rentrer de l'argent? Encore une fois, je suis pleine de ressources. J'avais trouvé des petits jobs à côté, en plus de ma marque. Voilà, mon objectif était de ne jamais retourner dans le salariat. Mais ça a été compliqué, ça a été dur, mais ça m'a appris énormément de choses. Mais ça m'a appris surtout que être entrepreneur et chef d'entreprise, c'était vraiment un métier à part, que j'avais pas vraiment capté. Et qu'en fait, je me suis pris un peu comme un revers de dans les dents comme ça, là, quand, au bout d'un moment, mon copain m'a dit, écoute, t'es bien mignonne, mais soit tu gagnes de la thune, soit tu retournes dans le salariat. Et c'était le moment où on avait décidé de faire des enfants. Et donc, il m'a dit, voilà, c'est clair, on fait nos enfants. Derrière, par contre, si ça ne marche pas, tu repars dans le salariat. Ne me dis pas ça à moi, en fait. Ne me dis pas ça à quelqu'un qui a un esprit de compète de malade et qui va tout faire pour te prouver que tu as tort. Bref, finalement, j'ai né 2 filles. La première qui naît en février 2020, juste avant le Covid. Et la deuxième qui naît 19 mois après, en 2021. Et pour moi, la maternité, ça a été autant un rouleau compresseur sur ok, pourquoi personne ne nous dit à quel point c'est compliqué? Je comprenais pas. C'est-à-dire que tout le monde voyait ça comme non mais c'est génial, tu t'occupes de ton enfant, c'est ça. Non, en fait, t'as une vie avant et une vie après. Et ta vie d'après ne sera plus jamais ta vie d'avant. Pourquoi ça, on nous le dit pas? Pourquoi on occulte des choses? Pourquoi, à l'époque, on parlait pas de dépression postpartum, de choses comme ça? Moi, je comprenais pas. Je me revois rentrer chez moi après la maternité, chialer toutes les larmes de mon corps pendant des jours et me dire, mais meuf, t'es dingo, en fait. Pourquoi tu pleures alors que t'as un petit être humain? Enfin, ça a été très compliqué à accepter ça, à accepter de devoir gérer ma boîte en même temps que je devais gérer mes filles. Ça a été très chaud, mais ça m'a permis d'avoir un déclic essentiel. En fait, là maintenant, t'as une chance inouïe d'avoir ton entreprise parce que tu peux organiser ton temps comme tu veux. Et tu as une chance inouïe, donc il faut absolument que tu gagnes de l'argent avec ton entreprise. Et donc là, j'ai commencé à être en mode robot. C'est-à-dire que comme j'ai gardé ma deuxième pendant 1 an avec moi et qu'elle ne dormait pas très bien la journée, j'avais vraiment des temps qui étaient calés. C'est-à-dire que j'étais plus comme avant à dire ah peut-être que je vais faire ça et je me lançais dans des projets pour faire, mais qui ne donnaient rien. Non. Temps égale argent. Si tu fais une tâche, elle doit te faire avancer dans ton projet, te ramener de l'argent et c'est tout. Donc j'ai commencé à optimiser de malade mon temps, à arrêter de faire des tâches qui ne me rapportaient rien et à commencer aussi à changer mon mindset sur, et on en revient à ce côté je suis pas intelligente. Quand je te disais je me sens pas intelligente, dans ma tête, tous ces gens qui avaient fait des grandes écoles de commerce, qui en plus avaient lancé des boîtes en même temps que moi et qui réussissaient mieux que moi, donc autant te dire que la croyance de t'es pas intelligente, elle s'imprégnait à fond dans ma tête et dans mon cerveau. Indélébile, le truc. Dans ma tête, je m'étais toujours dit, ces gens-là sont intelligents, donc en fait, ces gens-là, c'est pour ça qu'ils réussissent avec leur boîte. Ce que j'avais pas, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, ils sont bons dans certains trucs, mais ils ont des lacunes dans d'autres, et ils font appel à des coachs, ils font appel à des experts, à des personnes qui viennent les aider pour faire grossir leur boîte. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire, ça serait peut-être intéressant que tu t'intéresses aux coachs business, aux personnes qui peuvent t'aider à développer ta boîte. Et là, un nouveau monde s'est ouvert à moi et m'a permis d'être encore plus efficace là-dedans. Concrètement, pendant 1 an où j'avais ma deuxième, j'ai mangé, j'ai écouté,
le podcast d'Aline Bartoli, The Bee Boost, les matins, midi et soir. À me dire, OK, c'est ça. OK, c'est ci. OK, bam, bam, stratégie, tac, 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 tac. Parce qu'en fait, j'étais encore une fois, je le dis, le métier d'entrepreneur, on nous l'apprend pas. Et le métier d'entrepreneur, des choses en ligne à distance, on nous l'apprenait encore moins parce que ça n'existait pas à l'époque où j'étais à l'école. Et donc là, je commence à changer ce mindset, je commence à me former et je commence à voir l'opportunité de peut-être prendre une coach qui m'aiderait à avancer. Et donc là, je suis vraiment en mode robot, quoi. OK, quelle action tu peux faire? Bim, hop, clac, et je me lance sur Instagram. Donc on est en décembre 2021. Si je dis pas de bêtises, je me lance sur Instagram, je prends une formation sur Instagram, Instagram sort les Reels, je passe de 0 à 10 000 abonnés en 4 mois. Le truc, genre exponentiel. Et donc, à cette époque-là, j'avais intégré la nouvelle activité de conseil en images dans ma société. Et là, je me rends compte que je vends de plus en plus d'accompagnements et qu'en fait, cette partie-là, elle est beaucoup plus rentable en fait que les fringues. Parce que les accompagnements, c'est du temps que moi, je vends et que j'ai pas à payer de matière, que j'ai pas à payer de couturière, que j'ai pas à payer de livraison, et qu'en fait, c'est beaucoup plus rentable. Et donc là, je vois un espèce de truc de me dire, c'est quand même pas mal, lance-toi à fond là-dedans. Et ce moment-là, il est décisif pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent et en même temps, à l'été 2022, je lis un livre qui s'appelle Tout est possible de Marie Forleo. C'est une coach américaine. Et là, j'ai un espèce de truc qui se débloque dans mon cerveau où je me suis dit, toute ta vie, tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait. Il faut faire un bac+5. Il faut faire une école de commerce. Il faut bosser dans une boîte reconnue française. Il faut, si tu lances ta boîte, faire comme ça. Il faut. Et là, à un moment, je lis ce livre et ce livre me dit, et toi, t'as envie de quoi? Et là, je pense que c'est la première fois où j'écris enfin, j'aimerais faire ça. J'aimerais faire ci. J'aimerais vivre comme ça. J'aimerais ne plus bosser de 9h à 18h, comme on m'a toujours dit qu'il fallait. J'aimerais ne pas bosser tout le temps dans un bureau, comme on me l'a toujours dit. J'aimerais ça. Et je commence à noter les choses. Et ce moment-là, il a été décisif pour moi parce qu'en fait, j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Vraiment. Pour moi, c'est tellement, fort d'avoir repris le pouvoir sur ma vie à ce moment-là, de me dire, maintenant, c'est moi qui décide de ce que je fais et j'écoute plus les autres. Et plein de choses se sont débloquées derrière. J'ai rencontré ma coach business qui m'a aidé à développer mon business. En un mois, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, mon nombre d'abonnés. Bref, elle m'a aidé à débloquer pas mal de choses. Ça m'a permis de partir pour la première fois en stage de surf au Maroc, c'est-à-dire d'oser partir pour un sport dans lequel je n'étais pas bonne et pas la meilleure, à l'étranger avec des filles que je ne connaissais pas. Donc, quand même, gros saut dans le vide pour moi. Ça m'a permis de faire plein de choses et ça m'a permis aussi de m'écouter, de me reconnecter à ce que moi j'ai envie et pas ce que les autres disent. Plus de il faut faire tel sport, il faut faire telle étude, il faut faire machin. Non, en fait, moi je sens que j'ai envie de partir une semaine faire un surf trip au Maroc, j'y vais. Je sens que j'ai envie de me mettre au yoga alors que je n'ai jamais aimé les sports lents. J'ai toujours aimé les sports énergique. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'appelle. Et là, je découvre le breathwork, je découvre le human design, je découvre l'énergétique. En fait, il y a tellement de champs qui s'ouvrent à moi et je me dis, mais comment t'as pu occulter tout ça? En fait, il suffisait d'une croyance qui pétait pour que tout s'ouvre. Et en fait, cette année 2025, elle a été assez challenging pour moi. Parce que dans ma phase de OK, tu te reconnectes à ton corps, tu lances ci, tu fais tel business comme ça, etc. Finalement, j'ai eu 2 années où tout a très bien roulé, où mon business s'est très bien développé, où j'ai réussi à me verser des salaires de 4 000, 5 000 euros, chose que jamais j'aurais imaginé. Donc, c'est-à-dire que j'étais dans un truc à me dire, waouh, c'est trop bien, ça y est, t'as réussi à mettre ça en route. Et là, 2025, je sens que j'ai un besoin pas de faire un reset, mais de changer les choses. Donc, je retravaille tous mes accompagnements de colorimétrie, de morpho, donc palette et silhouette, de style et tenue. En les rendant, je les retravaille parce qu'en fait, je sens qu'il faut que j'aide encore plus. Je suis pas à mon max pour accompagner et aider mes clients. Donc, je retravaille pendant les 6 premiers mois de l'année mes accompagnements, vraiment, encore une fois, en mode bachotage. OK, bim, on retravaille ci, on va faire ci, machin, etc. Tout se refond, tout ça. Et arrive le mois de juin où je suis au bout de ma vie. Concrètement, je suis fatiguée, je suis malade, je chope des maladies alors que normalement je suis jamais malade.
Et je sens une espèce de ras-le-bol, de fatigue intellectuelle, de j'en ai marre de réfléchir, j'en peux plus. Et je sens qu'il y a quelque chose derrière, mais je sais pas quoi. Sauf que quand tu es une personnalité qui a toujours appris pendant toute petite à faire, si tu fais rien, bah ça va pas, en fait. Te reposer, c'est que le week-end, mais sinon, du lundi au vendredi, tu es là pour bosser. Je commence à être un peu en mode fatigue et complètement perdue à me dire, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Ok, j'ai créé une marque de vêtements. Ça m'a permis de donner ma touche, mon style, ma partie créative et d'offrir des vêtements à des gens. J'y suis arrivée, ok. Derrière, j'ai envie d'accompagner les femmes sur comprendre ce qui leur va, les aider à trouver leur colorimétrie, à gagner confiance à travers le vêtement. Et là, je sens que j'ai besoin de passer à un step supplémentaire, à aller plus loin en fait, à partager autre chose. Et donc là, je me dis, j'ai un peu une lassitude d'Instagram. J'en ai marre. En plus, à chaque fois que j'ouvre Instagram, ça me tend, ça me stresse parce que viens faire le million, viens faire ça, passe de ce corps-là à ce corps-là. Plein d'injonctions, plein de il faut. Bref, ça me tend. Je dis, j'en ai marre d'Insta. En plus, ça me saoule parce qu'à chaque fois, je suis restreinte alors que moi, j'aime parler et j'aime me transmettre des choses. Et le format me convient pas. J'arrive pas à développer plus mon idée. Donc, j'ai envie de me relancer sur YouTube. YouTube que j'avais démarré en 2017. Qui avait été mon premier média fétiche parce que j'aime la vidéo et j'aime parler longtemps. Et finalement, je me revois, je me pose dans mon bureau en me disant, OK, allez, let's go, c'était en octobre 2025, on va bosser sur YouTube, etc., de quoi tu vas parler. Donc, je commence encore une fois à... tu fais du conseil en images, donc il faut que tu fasses des vidéos sur la colorimétrie, sur la morpho, et blablabla, et des conseils tenus, et quelle jupe porter avec si. Je commence avec encore ce truc de... Et là, d'un coup, une fois que j'ai fait ça, c'est comme si mon cerveau, il avait fait un espèce de off. Et là, je commence à écrire, je vais faire des vidéos pour accompagner les femmes sur la confiance en elles. J'ai envie que les femmes comprennent que l'estime de soi, la confiance en soi, ça vient de l'enfance. Il y a des choses qui ont bougé pendant qu'on était petite, plus l'adolescence, qu'il faut qu'on est qui on est aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, on peut travailler tous les jours sur notre estime de soi, tous les jours sur notre confiance, parce que mon but ultime, c'est vraiment que toutes les femmes aient confiance en elles. En fait, j'ai vécu tellement, moi, d'injustices où on s'est moqué de mon physique, on s'est moqué du fait que j'étais une bonne élève, de cette injustice des écoles prestigieuses, des il faut que, etc., de l'injustice de l'entreprise avec le harcèlement moral. Je me suis dit, mais on vit tellement de choses. Comment on peut, nous, agir à notre niveau que nous, en se bloquant des autres sur notre estime de nous, notre confiance en nous. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai écrit 2 pages sur mon Word. Mais genre un truc de dingue. J'écrivais tout le temps. On va parler de ça, on va prendre les problèmes, on va prendre... En fait, tout est arrivé. Ça chauffait là, au niveau du cœur, là, des émotions. Je sentais que c'était en feu, j'étais en feu. C'était plus mon cerveau qui pensait, c'était mon corps qui pensait. Et j'écrivais. Et là, d'un coup, j'ai eu un peu comme la révélation de me dire, mais en fait, là, le moment, Caro, il est dans la transmission, en fait. Il est plus dans porte telle couleur, etc. Oui, parce que faire des accompagnements, c'est tout le temps c'est toujours quelque chose qui va me plaire. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il faut que je fasse. Et que c'est mon moment, en fait, de briller, d'oser parler, d'oser prendre la parole, de plus avoir peur des moqueries, des critiques, de ce qu'on va penser de moi, parce qu'en fait, j'ai un message qui est tellement fort de comment je peux t'aider à retrouver confiance en toi par le vêtement, mais pas que ça, parce qu'en fait, moi, j'ai fait beaucoup de sport et ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent t'aider à prendre confiance en toi. Là, j'ai commencé la danse en septembre. Je n'avais jamais fait de danse de ma vie et ça me confronte à mon regard, moi, dans le miroir. Franchement, c'est hardcore. Mais encore une fois, c'est des steps de confiance. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu créer ce podcast. C'est vraiment pour en faire un espace où je vais pouvoir partager, moi, ce que j'ai vécu, les leçons que j'en ai tirées, des personnes que j'ai rencontrées, ce qu'elles m'ont apporté et ce qu'elles peuvent t'apporter aussi. C'est vraiment ça que je veux. J'ai envie d'en faire un espace avec ce podcast, avec cette chaîne YouTube, d'un lieu où tu vas pouvoir comprendre, déjà comment l'estime de toi, l'amour de toi, la confiance en toi se crée dès ton enfant. Et donc, on n'est déjà pas au même niveau dès l'enfance. Comment l'adolescence, elle est mise à mal. Comment, en tant qu'adulte, on se sent. Et comment, maintenant qu'on est adulte et qu'on est grand, on peut agir dessus. Et mon but, c'est ça, c'est te donner, via ce podcast, toutes les clés pour t'aimer, pour oser briller, oser te regarder dans le miroir,
oser faire des choses que tu aurais peut-être pas osé faire, et en te donnant des outils, en te donnant des parcours de personnes comme toi et comme moi qui l'ont fait. Et ça a tellement résonné quand je me vois écrire tout ça que je me suis dit, mais je vais lancer mon podcast en fait. J'étais partie sur YouTube. YouTube, ça va le faire. Mais il y a un autre point derrière qui est le podcast. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu te faire ce premier épisode pour vraiment t'expliquer ce chemin, pourquoi j'en suis arrivée à là. Parce que moi, j'ai vécu plein de choses et que quand il y a des fois des personnes qui me voient, qui me disent, oui, mais toi, ça va, t'es mince, toi, ça va, t'es jolie, toi, ça va, t'as une entreprise, toi, ça va, t'as des enfants. Ouais, mais non, en fait. Parce que là, il y a ce que tu vois, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière et tout ce que j'ai vécu. Et en fait, on a toutes vécu des choses. Et pourquoi j'ai voulu te partager mon histoire, c'est pour que tu puisses t'identifier et te dire qu'en fait, je suis juste comme toi, que j'ai vécu les mêmes choses que toi, et que mon objectif avec ce podcast, c'est qu'on puisse avancer ensemble, parce que je veux te partager mes expériences, mais que toi aussi, tu puisses me partager les tiennes, et qu'on puisse avancer ensemble dans comment on se sent mieux chaque jour, en fait. Comment on peut doper par des petits trucs du quotidien, par des actions plus fortes, notre estime, pour enfin être bien et enfin se détacher du regard des autres. Il y en a marre que les autres nous disent comment on doit être, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit porter. Non, on est unique et c'est ça que j'ai envie de faire avec ce podcast. Donc, si t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Peut-être 1 heure. Je ne sais pas. En tout cas, merci énormément. Je t'en serai ultra reconnaissante de m'écrire un petit mot en commentaire sous cet épisode. Tu sais, j'aime bien avoir le petit retour des gens qui me permet d'avancer. Tu sais, c'est mon petit côté bon élève, qui a besoin de savoir que les gens l'aiment. Non, mais que t'aimes ou que t'aimes pas, juste me partager finalement ton retour en commentaire. Bah, ça serait ultra important pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode. En fait, j'ai construit une série des 8 moments clés de ma vie qui ont joué sur mon rapport à la mode, aux vêtements et à ma confiance en moi. Tu vas voir, j'ai eu plusieurs étapes importantes de ma vie qui ont fait que ça a remis en question ma façon de m'habiller, ma façon de me voir, et j'avais envie de te partager ça et surtout les leçons que j'en ai tirées et comment aujourd'hui j'ai réussi à m'en détacher. Donc ce sera la petite série qui arrivera. Et puis ensuite, j'ai déjà plein d'idées et j'ai déjà préparé les personnes que j'ai envie d'interviewer pour te donner un max d'outils, de leçons, de choses à implémenter dans ton quotidien pour qu'en fait on ait tous confiance en nous, pour qu'on ait toute une estime de nous plus haute chaque jour. Voilà. Je te dis merci énormément pour ton écoute. N'hésite pas à partager ce podcast, cet épisode à une amie, un proche, si tu penses qu'elle en a besoin, et à faire rayonner ce podcast au-delà des frontières. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode et merci énormément pour ta présence. À bientôt.